50 millions de personnes ont péri par la faute d'Adolf Hitler. Il a causé la ruine du pays qu'il a aveuglément suivi. Ses ennemis se comptaient jusque dans son propre état-major. Et pourtant, en l'espace de 25 ans, personne n'a pu l'abattre. Winston Churchill avait très peu de gardes du corps. Hitler en avait des milliers. Et il en avait grand besoin. Au cours de ses divers déplacements en Europe, il a été la cible de plus de 40 tentatives d'assassinat. Des archives SS saisies par les Alliés nous ont permis de reconstituer comment le hasard et une poignée de gardes du corps d'élite ont permis à cet impitoyable dictateur de tromper si souvent la mort. Comment se fait-il alors que personne n'ait réussi à tuer Adolf Hitler? Les volontaires ne manquaient pas, mais vous allez le voir, ce n'était pas chose facile. Sa protection exigeait des compétences rares, car en passant du statut d'agitateur à celui de dictateur de l'Allemagne nazie, Hitler s'était attiré une cohorte d'ennemis. On a dénombré plus de 40 complots pour attenter à sa vie au cours de sa carrière politique. Des centaines d'autres menaces ont été consignées par la police allemande. À l'inverse de Winston Churchill, dont la sécurité dépendait essentiellement d'un garde du corps, celle d'Hitler a fini par reposer sur des milliers d'hommes. Mais cela ne garantissait pas qu'elle était mieux assurée. Hitler le savait. Il comptait pour sa survie sur un noyau dur indéfectible. Hitler n'est pas un lâche, il l'a montré pendant sa jeunesse. Il sert 4 ans sur le front de l'Ouest au cours de la Première Guerre mondiale et reçoit la Croix de fer de première classe. Dans les premières années de sa lutte pour le pouvoir, il participe fréquemment aux bagarres sanglantes contre ses adversaires politiques. Les hommes engagés à ses côtés dans ses premières luttes formeront à jamais sa garde rapprochée, entièrement dévouée à sa vie. Des individus comme Bruno Geische, redoutable frappe des combats de rue qui ne craint pas de se salir les mains. Lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, les vétérans comme Geische semblent déplacés au milieu des forces policières et paramilitaires qui entourent le dictateur pour assurer sa sécurité. Pour récompenser le dévouement de Geische, son Führer ne l'abandonnera jamais. Il en fera même son premier garde du corps. Car Hitler aime s'entourer de camarades de la première heure qui lui rappellent ses années de lutte. Quand le caporal Adolf Hitler rentre à Munich, en Bavière, après avoir servi sur le front jusqu'à l'humiliante défaite de l'Allemagne en 1918, il a 29 ans. Comme des centaines de milliers de vétérans, il est frustré et rêve d'une revanche. Il est persuadé d'avoir été poignardé dans le dos par les communistes et les juifs d'Allemagne. Nous étions abasourdis parce que sur le front, nos troupes n'avaient pas été battues. Et nous nous sommes demandé pourquoi le cessez-le-feu avait été ordonné si rapidement. Et pourquoi il nous a fallu déguerpir aussi vite. Parce que sur toutes nos lignes, nous avions déjà conquis le territoire ennemi. Cette multitude d'hommes forme le terreau fertile où recrutent les groupes extrémistes naissants qui semblent capables de régler tous les problèmes du pays. Dans les rues, communistes, socialistes et nationalistes s'affrontent en bataille rangée. Par moments, la jeune République de Weimar semble être sur le point de basculer dans la guerre civile. Dans cette période de trouble, Adolf Hitler saisit l'occasion de s'imposer à Munich comme principal incitateur à la révolte.
Pour assurer sa protection, il agit comme tout chef de bande. Il s'entoure de bras musclés. Des petites frappes sans scrupules, capables de mater les voyous d'en face lorsqu'Hitler prononce ses discours racistes. Ces fanatiques se font connaître sous le nom de Sturmabteilung ou SA, des brutes épaisses en chemise brune qui intimident les opposants à coups de poing, de matraque et parfois d'armes à feu. Ils forment les services d'ordre des meetings nazis et attaquent à l'occasion ceux de leurs rivaux. De ces groupes paramilitaires émerge un noyau dur, la première garde rapprochée d'Hitler. Initialement nommée Ordnertruppe ou service d'ordre, elle devient Stoßtruppe ou troupe de choc d'Hitler. Parmi ses membres, on trouve le sinistre Rudolf Hess, qui deviendra le dauphin d'Hitler. Mais aussi Julius Schreck, futur chauffeur personnel du dictateur. Emil Maurice, qui fera de la prison avec Hitler et apprendra certains de ses pires secrets. Et Ulrich Graf, boucher de métier, qui échappera bientôt à la mort en voulant protéger son chef. Parmi les membres les plus durs des SA se trouve Bruno Gesche. Âgé de 17 ans quand il rejoint le groupuscule en 1922, il est trop jeune pour avoir servi sur le front et rêve d'en découdre. D'un naturel violent, son extrémisme lui fait perdre de nombreux emplois. Qu'importe, Gesche est heureux tant qu'on le laisse marcher au son du tambour de son idole. Après une tentative de coup d'État en 1923, Hitler est emprisonné et son parti interdit. Mais Gesche garde la foi. Dès juin 1925, il adhère au parti nazi qui renaît déjà de ses cendres. Ambitieux, il souhaite gravir les échelons. Après un rassemblement en 1927, il intègre une nouvelle section d'élite des SA. Celle-ci est connue sous le nom de Schutzstaffel, ou SS, le commando d'escorte personnel d'Hitler, constitué en 1925 lors de la refondation du parti nazi. Si les chemises brunes des SA se comptent par milliers, les SS ne regroupent au début qu'une petite centaine de membres. Au moment où Gesche les rejoint, ils ne sont encore que 280. À l'origine, les SS se distinguent des SA par le port d'une casquette noire, arborant une tête de mort sur deux os croisés et d'un uniforme gris militaire. Bientôt, ils adoptent l'accoutrement noir, les casquettes à visière et les bottes lustrées qu'on connaît de sinistres mémoires à travers toute l'Europe. Les SS pratiquent un test d'entrée plus strict qu'au sein des SA et s'astreignent à une discipline plus sévère. Bien que subordonnés aux SA, ses membres agissent comme l'élite du parti nazi. À sa sortie de prison, Hitler comprend que la révolution armée n'est pas une solution pour prendre le pouvoir. Il doit au contraire s'afficher en homme politique légitime et user de la démocratie pour installer sa dictature. Cela signifie des années de campagne afin de remporter les voix nécessaires. Les débuts sont lents, car la République de Weimar s'est stabilisée dans les années 20, au point que le soutien au parti extrémiste a considérablement baissé. Mais la situation change à la suite du krach de Wall Street en octobre 1929. Le chômage et le désespoir submergent alors l'Allemagne. En 1932, le parti nazi est le mieux représenté au Reichstag avec plus de 37% des voix. Les adhésions à la SA explosent. De 200 000 membres, les troupes passent à 2 500 000. Chemin faisant, les SS augmentent également leur effectif, sous la houlette d'un nouveau chef qui nourrit de grandes ambitions pour son organisation. En 1929, Hitler nomme Himmler Reichsführer SS, maître absolu des SS. Ce jeune homme à lunettes de 29 ans, ancien employé de bureau et éleveur de volailles, va faire preuve d'une détermination impitoyable pour faire des SS l'organisation la plus crainte d'Allemagne. Pendant ce temps,
Bruno Geische prend du galon au sein des chemises noires et devient SS Sturmführer, lieutenant des SS. Bientôt, cet âpre combattant de rue deviendra le plus fidèle protecteur d'Hitler. Mais il se heurte à la jalousie et à la suspicion d'Himmler, son chef hiérarchique. Un homme qui ne tolère aucun rival et décide de scruter ses faiblesses pour mieux l'éliminer. Pour l'instant, Geische jouit de la pleine confiance d'Hitler. Grisé par cette position de prestige, il ignore qu'il tombera sous le coup de son persécuteur à cause de son alcoolisme. Car Himmler tient un jour un dossier sur le comportement des proches d'Hitler. Il observe et prend des notes. À la moindre incartade, il bondit et les élimine. L'histoire de cette jalousie d'Himmler envers Geische est au cœur du chaos qui constitue la substance même de la garde rapprochée d'Hitler. Le Führer ne paraît pas perturbé par ces manifestations de rivalité. Au contraire, il les savoure, conscient que ce désordre garantit indirectement sa protection. Berlin, février 1932. Bruno Geische fait partie des 8 recrues choisis parmi un groupe d'élite de jeunes SS afin de former le SS Begleitkommando, le groupe d'escorte personnel d'Hitler chargé d'assurer sa protection de jour comme de nuit en se relayant toutes les 8 heures. Cette nomination est un honneur exceptionnel pour le jeune homme de 27 ans. Il n'en faut pas plus à Geische pour se mettre à dos son patron officiel. Huit mois plus tard, lors d'un meeting d'Hitler, Geische dénonce publiquement l'insuffisance des mesures prises pour la sécurité du Führer. Or, celles-ci sont de la responsabilité des SS, et critiquer les SS, c'est critiquer Himmler. Ce dernier est furieux. Il fait demander par l'un de ses sous-fifres que Geische soit rétrogradé et renvoyé du groupe d'escorte personnel. Il prétend que les commentaires désobligeants de Geische ont jeté l'opprobre sur la SS et dévalorisé son image. Mais Himmler n'atteint pas son but. Tout juste Geische se fait-il réprimander. Pour Himmler, c'est un tir de sommation, qu'il ne s'avise plus jamais de s'approcher des intimes du Führer. Peu après, le couteau se retourne dans la plaie d'Himmler. Il se voit contraint de signer le contrat d'embauche définitif de Geische. Mais il fait un nœud à son mouchoir. Ce n'est que partie remise. En janvier 1933, de dirigeant du parti le mieux représenté au Reichstag, Hitler est nommé chancelier d'Allemagne. En tant que chef du gouvernement, il peut bénéficier de l'appareil sécuritaire de l'État et faire appel aux forces de police de la République de Weimar. Mais en sa qualité de chef du parti nazi, il continue de compter essentiellement sur ses propres organismes et sa garde prétorienne augmente considérablement. Au cœur de celle-ci se trouve le SS Begleitkommando, l'escorte personnelle des 8 hommes veillant sur Hitler jour et nuit. Au-dessus vient la SS, sous les ordres d'Himmler. Constituée seulement de 280 hommes en 1929, elle est passée à 10 000 en 1931. C'est parmi ces rangs vêtus de noir que le nouveau chancelier ordonne le 17 mars 1933 le recrutement d'une garde bientôt connue sous le nom de Leibstandarte SS. Initialement composé de 120 hommes sous les ordres de l'ancien sergent et policier Sepp Dietrich, son rôle consiste à garder la résidence et les bureaux d'Hitler, à former un mur humain autour du Führer lors de ses apparitions publiques et à fournir les gros bras pour certaines tâches sécuritaires. En un an, les rangs se renforcent pour atteindre près d'1 millier d'hommes basés à la caserne de Lichterfelder. Bien que hiérarchiquement sous les ordres d'Himmler, Sepp Dietrich obéit directement aux instructions d'Hitler.
Pour compliquer les choses, à peine 2 jours après qu'Hitler ait ordonné la formation de la Leibstandarte, Himmler autorise la formation d'un groupe de protection du Führer, le Führerschutzkommando, composé de policiers en civil réquisitionnés dans la police bavaroise lors de la prise du pouvoir par les nazis. À la tête de cette organisation, une autre brute, le capitaine de la police bavaroise, Johann Rathenhuber. Au printemps 1933, un incident illustre la confusion causée par la présence de 2 unités rivales vouées à la protection rapprochée du dictateur. Un soir, où il traverse Munich en voiture, Hitler est informé qu'un véhicule les suit. Il ordonne à son chauffeur d'accélérer pour semer les poursuivants. En vérité, ces derniers ne sont que des hommes du groupe de protection du Führer qui avaient omis d'avertir de leur présence l'entourage immédiat d'Hitler. Hitler est furieux. Il a toujours été méfiant à l'égard de la police civile et en particulier des forces bavaroises qui avaient manqué de l'assassiner lors du putsch de la brasserie de Munich. Néanmoins, Himmler triomphe des préjugés d'Hitler. Le Führerschutzkommando devient un organisme séparé, le Reichssicherheitsdienst, le service de sécurité du Reich ou RSD, dont Himmler garde le contrôle. Mais à l'instar de Dietrich, Rathenhuber a pour habitude de suivre les instructions d'Hitler. Responsable de la sécurité générale du dictateur, le RSD enquête sur les tentatives de complot contre Hitler, surveille certains endroits clés comme ses restaurants favoris, sécurise ses trajets et contrôle le personnel et les lieux avant ses apparitions publiques importantes. Composé d'enquêteurs spécialisés de la police, le RSD a tendance à mépriser les hommes comme Bruno Geschö et ses camarades de l'escorte personnelle d'Hitler. Il les considère, à juste titre d'ailleurs, comme une poignée de butors sans expérience des techniques policières. Mais Hitler, qui n'a rien d'un intellectuel, préfère la compagnie de ses anciens compagnons. Malgré les nouvelles strates sécuritaires qui l'entourent à présent, Hitler reste cynique quant à leur efficacité. Au cours d'une conversation avec ses anciens collègues pendant la guerre, il leur révèle son sentiment sur sa propre sécurité. Lors des 2 grandes tentatives d'assassinat auxquelles j'ai échappé, j'ai dû ma vie non pas à la police, mais uniquement à la chance. Ces 2 tentatives auxquelles il fait référence sont d'une part l'explosion d'une bombe lors de la commémoration du putsch manqué à la brasserie de Munich. Il avait alors échappé à la mort en quittant les lieux 12 minutes plus tôt que prévu. Et d'autre part, celle de l'étudiant suisse qu'il avait traqué à travers l'Allemagne et qui fut arrêté par hasard par un employé des chemins de fer méfiant. D'ailleurs, comme le dira Hitler, « Les confessions de ce Suisse m'ont intéressé. Elles ont confirmé ma conviction que nul ne peut éviter un assassin déterminé à risquer sa vie dans l'exécution de sa mission. Je comprends pourquoi 90% des tentatives d'assassinat ont abouti. La seule mesure préventive qu'on puisse prendre consiste à vivre de manière non planifiée, à marcher, conduire et voyager à des moments différents et à l'improviste. » Hitler y met un soin particulier, aux grandes dames des officiers en charge de sa sécurité, et il change constamment d'avis au dernier moment sur ses trajets et ses moyens de transport. Où que je doive aller en voiture et quel que soit le moment, j'y vais à l'improviste sans avertir la police. Car dès que la police sait que je me rends quelque part, elle met en œuvre des mesures d'urgence qui attirent trop l'attention. Une fois, je roulais entre Vienne et Presbourg, et la police a déclenché l'alarme tout au long du trajet. Une action hautement risquée puisqu'elle ne disposait pas des effectifs nécessaires pour surveiller la route. De plus, les hommes habituellement en uniforme de la Gestapo s'étaient accoutrés d'une manière si ridicule, par exemple en valet d'écurie, que n'importe quel crétin les aurait reconnus.
Hitler n'approuve cette protection policière organisée que pour ses apparitions publiques, même s'il se montre encore fataliste. Comme il n'existe aucune sécurité absolue contre les fanatiques, je me fais toujours une fierté d'être debout dans ma voiture. Le monde appartient aux courageux. Si un assassin souhaite me tirer dessus ou me faire sauter avec une bombe, je ne serai pas davantage en sécurité assis que debout. C'est probablement parce qu'Hitler est si cynique sur les efforts de ses régiments de policiers assurant sa sécurité qu'il aime garder près de lui des visages familiers, ses fidèles gardes du corps comme Bruno Geschö. Mais Himmler n'apprécie pas. Sa rancune vis-à-vis de Geschö est tenace. Le commandant des SS acquiert peu à peu des pouvoirs quasi illimités au sein de l'Allemagne nazie. Bientôt, le garde du corps numéro 1 d'Hitler aura lui-même besoin d'une protection. Elle lui viendra de son Führer. En mai 1934, Bruno Geschö devient commandant de l'escorte personnelle d'Hitler, le SS Begleitkommando. Presque immédiatement, Himmler tente de prendre le contrôle des gardes du corps les plus proches du dictateur. Il les incorpore dans les nouveaux services de sécurité du Reich pour des raisons administratives. Après quoi, il suspend leur salaire afin de bien montrer qui commande. Mais Geschö n'est pas dupe. Il évite la confrontation directe avec Himmler en se tournant vers Sepp Dietrich, l'homme plein de bon sens à la tête de la Leibstandarte. Ce dernier méprise profondément Himmler, au point de décrire plus tard son avidité de pouvoir. Il avait un appétit de pouvoir insatiable. De plus, il amassait avidement et vivait au crochet des autres. Il recevait de l'argent de partout et de tout le monde. Chaque chef SS devait lui verser un don mensuel. Dietrich, qui est proche du Führer, insiste auprès de lui pour que les salaires des gardes du corps soient débloqués. Himmler doit s'exécuter au prix d'une nouvelle humiliation initiée par Geschö. Il ne le pardonnera pas et ne l'oubliera pas. Au cours des 4 années suivantes, cette rivalité continue de couver, sans que des confrontations ouvertes aient lieu entre eux. Himmler se concentre sur l'installation des SS comme puissance dominante à l'intérieur de l'État nazi. En 1936, la mainmise d'Himmler sur toute la police civile allemande devient officielle et la Gestapo étend sa surveillance secrète à tous les aspects de la vie des Allemands. Tandis qu'Hitler se concentre sur la reconstruction des infrastructures allemandes à travers un immense programme de travaux publics comme le réseau autoroutier, mais aussi via un réarmement massif, sa garde rapprochée se répartit les rôles. Partout où Hitler se rend, il est accompagné par les hommes du Begleitkommando. Avant tout voyage ou déplacement officiel, le RSD se charge de vérifier le trajet, d'inspecter les immeubles qui le bordent, ainsi que les lieux visités par le Führer. La Gestapo et la police locale sont appelées en renfort si besoin. Dans la mesure du possible, les rues et parages des bâtiments visités sont bordés de rangées de SS en uniforme, un homme sur 3 tourné face à la foule. Des tireurs d'élite sont postés sur les toits, tandis que des hommes en civil du RSD ou de la police criminelle infiltrent la foule. Le cortège de voitures du Führer est précédé d'une voiture pilote chargée de mettre les hommes au garde à vous. Le véhicule d'Hitler s'avance à 50 mètres derrière. En général, une énorme décapotable rutilante avec ses 6 places et ses 6 roues. Le dictateur se tient toujours assis ou debout à l'avant, à côté du chauffeur. Un membre du Begleitkommando et un adjudant sont assis à l'arrière. Dans leur sillage direct, 3 véhicules emmènent le reste du Begleitkommando et un détachement des hommes du RSD. 100 mètres derrière suivent les voitures des dignitaires nazis et des invités étrangers.
Au début de 1938, alors qu'Hitler met en œuvre son expansionnisme délirant, les responsabilités de sa garde prétorienne augmentent rapidement. Il prend pour première cible sa terre natale, l'Autriche. Son gouvernement a refusé de céder à ses exigences en annonçant un référendum sur l'unification du pays avec l'Allemagne. Le 12 mars, Hitler ordonne l'invasion de l'Autriche. L'effet de surprise totale et l'accueil bruyant des nazis d'Autriche permettent une agression sans effusion de sang et en apparence populaire. Hitler a hâte de visiter sa conquête et il s'envole immédiatement pour Munich. On le conduit à travers la frontière jusqu'à Braunau dans un convoi de 12 énormes voitures à 6 roues. 5 d'entre elles emmènent le Bögleit-Kommando et les sbires du RSD dirigés par Bruno Geesche. La foule exulte chaque fois qu'Hitler s'arrête, mais les hommes forts de Geesche ne prennent aucun risque. Ils se tiennent en alerte, chacun muni de 2 pistolets, avec entre eux 14 pistolets mitrailleurs prêts à tirer plus de 2500 cartouches. Ils ont raison d'être vigilants. La politique expansionniste du Führer a commencé à lui attirer de nombreux ennemis qui aimeraient le voir mort. C'est précisément au moment où la pression augmente sur ses gardes du corps qu'Himmler tente à nouveau de s'emparer de l'escorte personnelle d'Hitler. Fin 1937, il a réussi à imposer aux membres de la SS une nouvelle règle stricte. Tout constat d'abus d'alcool de la part d'un d'entre eux l'obligera à promettre de s'abstenir totalement de boire pendant 12 ans ou à démissionner. Après avoir prouvé que Geesche ne maîtrisait plus son penchant pour l'alcool au point de mettre en péril ses responsabilités, Himmler est convaincu qu'il peut enfin l'épingler une bonne fois pour toutes. Le 26 septembre 1938, Geesche se voit contraint de signer sa promesse qu'il ne touchera plus à une goutte d'alcool pendant 3 ans, au risque d'être immédiatement expulsé de la SS. Il n'a pas d'autre choix. Himmler savoure sa victoire, mais elle sera de courte durée. À peine quelques mois plus tard, l'affection de ses collègues SS et du Führer pour Geesche oblige Himmler à lever son interdiction. Hitler ne se soucie pas que le chef de sa garde personnelle boive excessivement pendant le service. En vérité, ce n'est pas la seule faiblesse de son protecteur numéro 1 que le Führer a choisi d'ignorer. Geesche louche légèrement, et Hitler ironise en se félicitant qu'il ne soit pas assis juste derrière lui en voiture. Il serait capable de lui tirer dans le dos par erreur. Hitler est prêt à courir ce risque. La guerre approche à grands pas et tandis que l'état-major s'inquiète de la direction que le Führer a choisie pour l'Allemagne, ce dernier continue de s'entourer d'hommes de confiance. La Seconde Guerre mondiale commence de manière prometteuse pour Adolf Hitler. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes traversent la frontière avec la Pologne et envahissent rapidement la partie occidentale du pays. Hitler est impatient de visiter sa nouvelle conquête. 2 jours après le début de sa campagne, il prend le train à Berlin pour se rendre sur le front en Pologne. Les Bögleit-Kommando et RSD ont reçu des uniformes SS kaki assortis d'un signe propre à leur fonction de police militaire. Ils continuent d'être responsables de la protection rapprochée d'Hitler, mais l'exigence d'une sécurité accrue fait entrer en jeu une autre instance potentiellement rivale. Il s'agit du bataillon d'escorte du Führer, en allemand Bögleit-Bataillon, commandé par le colonel Erwin Rommel.
Formée juste avant le début de la guerre, cette nouvelle unité a en charge la surveillance des quartiers généraux militaires d'Hitler et son accompagnement dans ses visites sur le front au poste de commandement avancé. Une fois le train arrivé à Bad Polzin, le dictateur et ses hommes prennent place dans un convoi de véhicules gris. Tous sont découverts et les voitures de l'escorte SS sont équipées de mitrailleuses. Les soldats du bataillon d'escorte roulant à moto et en voiture blindée précèdent et ferment la colonne de véhicules. L'atmosphère est tout à fait détendue. Hitler, fort d'une impressionnante garde rapprochée, estime que personne n'osera l'attaquer. Ces gorilles discutent et se prennent en photo. Mais alors qu'ils traversent la campagne, un coup de feu retentit. Un tireur polonais embusqué vient de tuer le chauffeur d'un camion qui croisait le convoi. Hors de contrôle, le camion s'est fracassé dans un véhicule d'escorte d'Hitler. Ce dernier l'a échappé belle, mais rien ne peut décourager le Führer ni ses hommes. Quelques heures plus tard, il observe ses soldats traversant la Vistule pendant que des bombardiers polonais larguent leur charge à moins de 2 km. Hitler est d'une humeur triomphante que semblent partager Gesche et l'ensemble de l'escorte SS au point qu'il baisse de vigilance. Une négligence qu'ils paieront à prix fort exactement 2 mois plus tard. Le 8 novembre 1939, Hitler se rend à la célèbre brasserie Bürgerbrau de Munich pour participer à un rituel sacré du parti nazi, fêter l'anniversaire de la tentative de putsch de 1923. Il commence son discours peu après 20 h, plus tôt que les autres années, car des affaires importantes l'attendent à Berlin. À 21h07, il quitte la salle où ses vieux camarades restent à boire en évoquant leurs souvenirs. Exactement après son départ, une bombe explose derrière la tribune, causant la mort de 8 personnes et blessant 60 autres. Hitler interprète le hasard de son départ anticipé comme la preuve de sa mission divine. C'est une des rares fois où il frôle la mort d'aussi près. Dietrich et Himmler ont également échappé au carnage. Mais l'attentat met en cause Himmler, puisque le RSD est censé inspecter à l'avance tous les lieux où le Führer doit apparaître en public. Comment les hommes d'Himmler ont-ils raté cette bombe? Comment ont-ils manqué l'homme qui l'a posée? L'erreur est prise très au sérieux. À 12 minutes près, elle aurait été fatale à Hitler. Les hommes de main d'Himmler rattraperont bien le poseur de la bombe, Georg Elser, un ébéniste communiste de 36 ans, originaire du Württemberg. Mais sa confession arrachée par la Gestapo placera Himmler dans une position embarrassante. Car Elser a réussi à passer 30 nuits dans la brasserie pour y installer l'engin à retardement. Himmler et le RSD sont sur la touche. À quoi bon dépenser en sécurité des millions de Deutschmark si un assassin réussit à passer si facilement entre les mailles du filet? Cet attentat confirme le cynisme d'Hitler sur les mesures de sécurité qui l'entourent. Lors des 2 grandes tentatives d'assassinat auxquelles j'ai échappé, j'ai dû ma vie non pas à la police, mais uniquement à la chance. Cet attentat entraîne la révision totale des mesures de sécurité entourant Hitler. Un rapport de 60 pages recommande que le bureau SS central de la sécurité, le RSD et la Gestapo travaillent en collaboration plus étroite, en particulier à la surveillance des bâtiments associés au Führer. Himmler est désormais si accaparé qu'il ne s'occupe plus de Gesche pendant la première partie de la guerre. L'Allemagne remporte victoire sur victoire. Début 1942, Hitler s'est rendu maître de l'Europe et son armée conquérante avance profondément en Union soviétique. Gesche partage l'euphorie ambiante. Tandis que le Führer se pavane sur la terrasse de sa maison de Berghof, il observe la parade des grands personnages venus solliciter sa haute protection.
Si Hitler ne boit pas d'alcool et préfère le jus de pomme, de hauts dignitaires et fonctionnaires du parti ont une nette tendance à l'ivrognerie. Une faiblesse qui sera fatale à Gesche, qui, lorsqu'il boit, perd tout contrôle. Et en avril 1942, il va dépasser les limites. Un rapport tombe rapidement sur le bureau d'Himmler. Au cours d'une beuverie, Gesche a dégainé son pistolet pour menacer un autre officier SS. Rapidement calmé, il n'échappera pas cette fois à la sentence d'Hitler. Gesche est démis de ses fonctions de commandant de l'escorte personnelle d'Hitler et interdit de boisson pendant 3 ans. Pire encore, il est envoyé en camp d'entraînement militaire. À l'âge de 37 ans, cet homme qui a goûté au faste de la cour d'Hitler est envoyé sur le front de l'Est dans la furie des combats contre l'armée russe. Une décision sans doute tombée pour lui comme une condamnation à mort. Gesche signe là la fin de sa carrière, tandis qu'Himmler semble avoir eu enfin sa revanche. L'unité dans laquelle Bruno Gesche est envoyé après son renvoi du commandement du groupe d'escorte d'Hitler n'est autre qu'une division Panzer de la Waffen-SS. En mai 1942, le régiment initial des gardes de la Leibstandarte SS s'est mué en une armée de plus de 12 divisions. Considérée comme une force d'élite, la Waffen-SS est alors utilisée dans les zones de combat les plus dangereuses et les plus stratégiques. Gesche reçoit 8 semaines d'instruction avant d'être incorporé dans une unité au sud de la Russie. Le défi est énorme pour un homme de 37 ans qui n'a aucune expérience des champs de bataille. Il arrive juste à temps pour l'offensive majeure de l'été nommée Opération Code Bleu. Fin juillet, les Allemands qui ont réussi une percée à travers les lignes de l'armée rouge approchent de leur objectif, les gisements pétrolifères du Caucase. Mais la vitesse à laquelle les Panzers avancent les éloigne des voies de ravitaillement. Et ils doivent s'arrêter brusquement aux portes de Stalingrad. Gesche se battra en bon soldat pendant l'offensive avant d'être blessé et évacué. À la stupéfaction d'Himmler, il est alors autorisé à rejoindre les quartiers généraux d'Hitler en décembre 1942. Des années de vie facile au sein de l'escorte SS n'ont pas entamé ses ardeurs belliqueuses et Hitler est satisfait de ses performances. Il reprend Gesche comme commandant de sa garde prétorienne. Mais l'acte est essentiellement symbolique, car la majeure partie du fardeau administratif est assumée par les adjudants-majors de la SS. Gesche a eu de la chance. En novembre, les soviétiques lancent une contre-attaque sanglante à Stalingrad qui piège et anéantit des milliers de soldats allemands aux abois et dont Gesche aurait pu faire partie. Peu après ce désastre, l'ordre est donné que quiconque ayant servi dans les quartiers généraux d'Hitler se verra refuser la permission de combattre sur le front de l'Est. Car la moindre capture suivie d'un interrogatoire pourrait compromettre gravement la sécurité du Führer. Hitler passe désormais la plupart de son temps dans ses quartiers généraux de Wolfschanze, la tanière du loup, près de Rastenburg en Prusse orientale. Aujourd'hui, ce territoire est polonais. Les vestiges de ces édifices massifs et des bunkers polluent encore la beauté de la forêt profonde. Le Begleitkommando et la RSD continuent d'assurer la protection rapprochée du Führer, en collaboration avec le bataillon dédié de la Wehrmacht qui fournit le gros des sentinelles, patrouilles et unités antiaériennes. Depuis sa tanière du loup, Gesche et son équipe accompagnent Hitler dans ses visites occasionnelles aux quartiers généraux proches du front, ainsi qu'à Berlin ou à Berchtesgaden. Habituellement, ces déplacements s'effectuent par les airs, malgré le danger accru d'une interception par des appareils alliés.
Pendant toute l'année 1943 et l'essentiel de 1944, Gesche garde profil bas et évite tout conflit avec Himmler. Entre-temps, la guerre s'est décisivement retournée contre l'Allemagne nazie. Sur le front de l'Est, la débâcle à Stalingrad est suivie en juillet 1943 d'une défaite catastrophique près de la ville de Koursk. Dès lors, les troupes allemandes battent en retraite. Au début de l'été 1944, l'armée rouge passe la frontière polonaise et fin août, elle n'est qu'à quelques kilomètres de Varsovie. Mais le pire pour les Allemands est que l'étau se resserre depuis juin avec le débarquement en Normandie des Américains, Britanniques et Canadiens qui établissent ainsi une tête de pont au nord-ouest de la France. Fin août, les colonnes arrivent sur Paris et libèrent la ville. Gesche observe son Führer. Tout d'un coup, il paraît usé, vieilli. Démotivé par ses défaites, Hitler erre dans son QG, retournant sa frustration non plus contre l'ennemi, mais contre ses propres généraux. Ce sont eux qui l'ont abandonné dans ses grandes ambitions, eux qui ont conspiré contre lui. Et il a raison. De nombreux généraux désirent mettre fin au conflit tant qu'il est possible de négocier un compromis avec les forces alliées. Le 20 juillet 1944, Hitler étudie des cartes de bataille à sa tanière du Loup quand, dans une tentative d'assassinat soigneusement préparée, une bombe explose sous la table. 4 officiers sont tués, mais Hitler en sort indemne. « Je suis immortel », pavoise-t-il. Il doit sa vie aux minces cloisons du baraquement de bois et aux fenêtres ouvertes qui ont atténué l'effet de souffle. Une fois de plus, la chance a sauvé le dictateur. Mais c'est un autre échec pour ses services de sécurité qui ont été incapables de déjouer l'attentat. Rien ne semble pouvoir empêcher Hitler et son entourage de sombrer dans un profond pessimisme. Leur heure de gloire touche à sa fin. En décembre 1944, Gesche se remet à boire, dégaine son pistolet et tire plusieurs fois sur un collègue. Cette fois, Himmler rédige personnellement sa lettre de condamnation. Je sais que vous êtes un ivrogne notoire depuis 1938, et ceci a été confirmé par des rapports récents. Considérant que je ne tolère aucun ivrogne parmi les proches du Führer, je vous rétrograde. Si je vous autorise néanmoins à rester parmi les SS, c'est uniquement sur la base de votre indéfectible loyauté. Je vous offre la chance de servir au sein de la brigade Dirlewanger. En prouvant vos compétences face à l'ennemi, peut-être pourrez-vous laver l'opprobre que vous avez jeté sur vous-même et sur tout le corps SS. J'attends de vous que vous vous absteniez de tout alcool pour le reste de votre vie, et sans exception. Si votre volonté est d'ores et déjà entamée par les effets de l'alcoolisme, au point que vous ne vous sentiez pas apte à tenir cet engagement, je vous enjoins de me présenter votre démission. La punition est sévère. La brigade Dirlewanger est une unité irrégulière constituée de criminels placés comme chair à canon en première ligne de front. Himmler tient là sa revanche suprême sur le garde du corps qui a toujours échappé à son contrôle. À quelques semaines de la chute de cet effroyable régime, on peut penser qu'il en a tiré une satisfaction perverse. Gesche ne recevra pas la lettre avant janvier 1945, alors que le Troisième Reich n'a plus que 4 mois à vivre. Il est probable qu'il ait fêté son arrivée avec un alcool fort. Il est déjà affecté sur le front de l'Est et ne pourra pas rejoindre la brigade Dirlewanger. Le risque qu'il puisse tomber entre les mains des soviétiques est trop grand. À la place, Gesche combat au sein de la 16e division SS qui connaîtra une longue et amère retraite à travers l'Italie, la Slovénie et la Hongrie. Chassé de l'escorte personnelle d'Hitler, il ne vivra pas les derniers jours auprès de son Führer dans le bunker enfoui sous un Berlin dévasté. Il ne connaîtra donc pas le dilemme de mettre fin à ses jours ou d'être capturé par les soviétiques et certain d'être exécuté en tant que SS.
L'ironie du sort veut qu'Himmler lui ait offert une chance en lui évitant une mort quasi certaine dans un Berlin assiégé par les Alliés. C'est au contraire le maître absolu de la SS qui, fait prisonnier par les Britanniques, finira par se suicider. Bien qu'il ait été le premier garde du corps d'Hitler, au péril de sa vie dans la protection d'un monstre entouré d'ennemis et devenu maintes fois une cible, Geische s'en tire sain et sauf. Il aura survécu à plus d'une décennie de vengeance de la part d'Himmler, considéré comme le plus grand criminel du Troisième Reich, et à la guerre. Un véritable exploit. Le fait qu'Hitler ait confié la responsabilité de sa protection rapprochée à un personnage aussi instable est une chose étrange, mais elle témoigne de l'affection qu'il portait aux camarades de la première heure. Ce paradoxe explique également qu'Hitler, dans son extrémisme, s'en soit remis soit au chaos, soit à la chance, comme l'ont montré les premiers attentats contre lui.